Vendredi s'achèvera la 27e COP, la conférence internationale sur les changements climatiques. Elle se déroule, je vous le rappelle, à Sharm el-Cheikh en Égypte depuis 8 jours. Les engagements pris par les participants seront-ils à la hauteur des enjeux? À voir. L'urgence climatique est en tout cas une réalité. En témoigne cette seule information récente. Un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO devraient disparaître d'ici 2050. Révoltant quand on sait qu'il existe des solutions pour invalider ce scénario catastrophe. L'écrivain, réalisateur et militant écologiste français Cyril Dion s'en est fait le relais dans une série de 3 documentaires intitulés « Un monde nouveau ». En voici les 2 premiers numéros, Résister et s'adapter. Pendant des années, on a culpabilisé les gens, les persuadant qu'ils pourront sauver la planète à force de petits gestes. Oui, chacun doit faire sa part. Mais le problème est avant tout structurel, économique, politique. Dans le monde, 100 entreprises sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, partout sur la planète, la population, et surtout la jeunesse, commence à se mobiliser pour secouer les gouvernements. Mais manifester ne suffit plus. Certains préconisent d'aller beaucoup plus loin. Et en premier lieu, de recourir à l'interposition, au sabotage, à l'affrontement. C'est la position d'Andreas Malm, géographe, maître de conférences en écologie humaine à l'université de Lund, en Suède, et auteur de Comment saboter un pipeline. Le mouvement climat a essayé d'influencer les gouvernements et leurs politiques depuis au moins 20 ans. Pourquoi tu penses que ça n'a pas marché? Pour la bonne et simple raison que cette infrastructure des énergies fossiles qu'on cherche à mettre à bas est la plus grosse infrastructure de la planète. On parle d'un capital astronomique immobilisé dans des raffineries comme celle-ci, des pipelines, des terminaux, des aéroports. Et il faut démanteler tout ça. C'est extrêmement difficile de mettre un terme à la production et consommation d'énergie fossile. Il faut un élan social très fort pour y parvenir. Nous n'avons pas encore constitué cette force. Nous avons été bien trop faibles pour vaincre cet ennemi, si je puis dire. Trop faibles pour arrêter d'immenses multinationales? C'est la douloureuse expérience qu'ont faite les Premières Nations Sioux en 2016. Malgré le soutien de responsables politiques de premier plan, malgré les nombreuses campagnes en ligne lancées par des ONG, elles ont échoué à bloquer la construction du Dakota Access Pipeline, qui pollue les nappes phréatiques et saccage leurs terres sur 2000 km. Mother Earth is sick and has a fever, and that's that statement that we made is that Mother Earth is the source of life, not a resource. L'autre grand défi est de se passer complètement des énergies fossiles, qui représentent encore 85% du mix énergétique mondial. Le passage massif aux énergies renouvelables, et particulièrement à l'éolien, fait aussi partie du top 5 du plan Drawdown. Un tout petit pays de 3,5 millions d'habitants a mis en œuvre cette transition de façon saisissante, jusqu'à atteindre 55% de son mix énergétique en renouvelable, soit près de 4 fois la moyenne mondiale. C'est le résultat d'un grand plan visant à faire sortir le pays de sa dépendance au pétrole, aussi bien pour des questions écologiques qu'économiques. En Uruguay, nous sommes très fiers de l'inclusion de l'énergie éolienne dans la matrice énergétique. Il ne fait aucun doute que l'industrie éolienne est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et moins polluante que le nucléaire.
En 2019, la production en Uruguay a dépassé les 4800 MW, dont 31% d'hydroélectricité, 31% d'éolien, 31% de thermique et le reste de solaire et de biomasse. Cette transition a nécessité un investissement de 7 milliards de dollars, soit 1,3% du PIB. 1,3% du PIB consacré aux énergies renouvelables, c'est infiniment plus qu'en France. Et grâce à cela, les coûts de production d'électricité ont baissé de 30%. À l'opposé du système consumériste ultralibéral, en gérant la question de l'énergie, l'État peut se permettre de vrais choix, qui ne coûtent pas plus cher aux citoyens. L'énergie consommée pour produire une éolienne est compensée dès les 12 premiers mois de son fonctionnement. Dès le début de la mise en service, nous produisons tout de suite de l'énergie propre. La quantité de déchets générés par l'industrie éolienne est absolument minime par rapport à d'autres secteurs, comme le transport, les appareils ménagers, le nucléaire. C'est incomparable. Avant de lancer le site éolien, nous avons fait une étude de l'impact que ce parc en particulier pourrait avoir sur l'environnement. Nous avons surveillé les oiseaux et les chauves-souris, nous avons contrôlé le niveau de bruit, et tout ça nous a confirmé que le parc pouvait aussi bien s'intégrer dans le paysage qu'auprès des habitants, avec un impact minimum. Produire de l'énergie de façon durable et équitable doit aller de pair avec une plus grande efficacité énergétique. Ce sont deux voies qui doivent être empruntées ensemble, sans s'opposer. D'un côté, il faut remplacer les combustibles fossiles, et de l'autre, encourager une consommation plus responsable. Voilà un point clé. Non seulement produire un mix d'énergie renouvelable avec le soleil, le vent, les rivières, la mer, la géothermie, trouver comment la stocker, mais surtout en consommer moins. À l'échelle mondiale, il faudrait réduire de près de moitié notre consommation d'énergie. L'ultralibéralisme est une plaie qui lacère la planète au nom du profit, détruisant les écosystèmes et déstabilisant le climat. L'humanité est à un tournant. Elle doit à la fois stopper la catastrophe et créer un nouveau récit, fait de sobriété, de justice sociale et d'une autre relation au vivant. Car nous avons déjà trop tardé et des phénomènes irréversibles sont engagés. Le temps est venu d'apprendre à nous adapter aux conséquences du changement climatique et de trouver comment les surmonter. S'adapter pour survivre? Mais à quoi exactement? Et comment devenir résilient? Je propose un rendez-vous à Pablo Servigne, docteur en biologie et figure de proue de la collapsologie, un concept dont il est à l'origine avec le chercheur Raphaël Stevens. Ensemble, ils ont écrit son livre fondateur, « Comment tout peut s'effondrer ». Qu'est-ce que vous vouliez dire quand tu disais que tout peut s'effondrer? Ouais, ce qu'on voulait dire, c'est que tous les systèmes peuvent s'effondrer, que ce soit en économie, les cours de la bourse, ou les écosystèmes, ou un système politique. Les scientifiques disent que le système Terre, la biosphère, peut arriver à des seuils d'effondrement où il y a des effets dominos et on ne maîtrise plus rien, où ça s'emballe, et finalement ça s'effondre plus vite que prévu. Le pire, c'est que c'est déjà en train d'arriver. Donc en fait, il y a deux catégories d'effondrement. Il y a ceux qui sont factuels, que la science a déjà étudiés, tout ce qui concerne le monde animal, les populations d'oiseaux, d'insectes, de mollusques, c'est effarant. Et puis, il y a tout ce qui peut arriver encore. La science peut essayer d'entrevoir un avenir, mais elle ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer, évidemment. Donc il y a une incertitude qui nous suivra jusqu'au bout. Pourtant, on peut déjà agir. Alors, Jean-Pierre Dupuy, le philosophe, il est allé plus loin. Il a fait une pirouette philosophique qu'il appelle le catastrophisme éclairé.
et qui dit que si cette catastrophe à venir est si incertaine, et elle est incertaine, on va la considérer comme certaine pour pouvoir mieux l'éviter. Si on voit le mur en face, on aura une chance de tourner. Si on ne voit pas le mur, on aura moins de chances de tourner. C'est, pour moi, la collapsologie, c'est le premier pas vers l'action. Tu vois, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et sur quel levier on peut jouer pour éviter les choses. Et là, c'est le grand paradoxe. Plus on agit bien, moins il se passera de choses, tu vois. Ce que dit Jean-Pierre Dupuy, justement, c'est que pour l'instant, nous ne croyons pas ce que nous savons. Exactement. Et donc, si on transpose ça au changement climatique, comment on se prépare à ça? C'est quoi les exercices incendie par rapport au risque climatique? Le problème du changement climatique, c'est que c'est global et que ça touche tous les domaines. Ça touche l'agriculture, donc ça touche l'alimentation, l'eau, ça touche la sécheresse, tu vois, ça touche du coup le portefeuille, l'économie, ça touche les chaînes d'approvisionnement, ça touche le supermarché. Enfin, concrètement, ça touche tellement de choses dans notre vie, il faut tout revoir. Donc pour moi, on manque, si tu veux, une réponse clé d'inspiration des systèmes vivants. Eux, ils ont vécu 4 milliards d'années. Tu vois, ils ont 4 milliards d'années d'expérience en recherche et développement, en durabilité, en résilience. Ils ont des clés quand même. Donc si on s'en inspire, et que ce soit pour l'économie, pour chauffer ta maison, pour construire ta maison, pour se transporter, peu importe, pour vivre, pour s'organiser, je pense qu'on a beaucoup à gagner. Une étude menée au début des années 70 par une équipe scientifique du prestigieux MIT a élaboré plusieurs modèles informatiques qui représentent la planète, ses ressources, ses limites et les différents scénarios de l'impact humain, jusqu'à l'effondrement des systèmes. This is the first U.S. presentation of an 18-month study of global limits to growth, sponsored by the Club of Rome with Volkswagen Foundation funding, by an international team of 17 scientists at the Massachusetts Institute of Technology under the direction of Dr. Dennis L. Meadows. During the last year, a group of us at MIT, the principal members of which are with me here today, have been looking at exponential growth of our global social and economic system. We've been led to 5 basic conclusions. There are physical limits to growth, which, given current trends, are very likely to be encountered even during the lifetime of our children. Dès l'an 2000, et puis à nouveau en 2014, Graham Turner, alors professeur émérite et physicien à l'université de Melbourne, a comparé les prévisions du rapport Meadows et ce qui s'est réellement passé. Et les résultats sont terrifiants. L'équipe du rapport Meadows a découvert que leur modèle montrait un effondrement de l'économie et de la population pendant les premières décennies de ce siècle. Il est devenu évident, d'après leurs recherches, que davantage de problèmes surviendraient au XXIe siècle. Ce qu'on voit sur l'écran, en premier lieu, sont les données du modèle de limite à la croissance dans le scénario du laisser-faire. On voit les données liées à l'environnement, comme les ressources et la pollution, et des courbes liées à l'économie. La production industrielle par habitant, les services, l'alimentation par personne, et enfin, certaines données rapportées à la population. En pointillé, on voit les différents scénarios. On voit que l'économie, sur cette courbe, atteint un pic autour de cette période et que la population atteint aussi un pic avant de connaître une longue chute à partir des années 2030. Il est désormais évident que nous ne sommes pas en train de vivre le scénario le plus stable. Nous ne sommes pas sur cette trajectoire durable. Il est aussi très clair que les données correspondent étonnamment bien au scénario du laisser-faire. Pas exactement, mais quasiment le scénario du laisser-faire. Cela semble indiquer que nous sommes sur cette trajectoire de dépassement et d'effondrement.
Voici notre production. À l'automne, Patrick fait des réserves de bois pendant que je remplis notre cellier. On utilise en moyenne 2 bouteilles de passata, de la purée de tomates, 2 bouteilles par semaine. Il y a 52 semaines dans l'année, donc ça fait 104 bouteilles. Je prévois un budget nécessaire à la fabrication de 104 bouteilles à l'automne pour faire des réserves pour l'hiver. Ce sont des provisions pour la communauté. Nous avons 1000 mètres carrés pour cultiver de la nourriture. Mais le faire en communauté me paraît beaucoup plus vital et aussi beaucoup plus sûr. Tout ce qu'on produit ici, on le partage avec nos voisins. Une douzaine d'œufs par-ci, un pot de miel par-là, notre production de vin. C'est une démarche qui repose sur la générosité et elle est contagieuse. C'est aussi ce qui nous a inspirés, Sue et moi, ce que vous avez accompli ici, cette solidarité au sein de la communauté. Je ne savais rien de la permaculture. On travaillait à plein temps, moi sur Internet et Patrick comme entrepreneur. On avait 2 voitures, on achetait tout au supermarché. Je le répète souvent, mais je ne savais rien faire de mes mains en arrivant ici. On a renoncé à la voiture, au supermarché, au transport aérien. On a un téléphone portable pour 2. Notre assurance vie, c'est notre réserve de graines, notre cellier, nos réserves de bois, nos compétences et nos connaissances. On vit de la terre sur laquelle on habite, comme tous les animaux, les mammifères et les autres créatures. Et on a dû revoir nos prétentions. On n'est pas supérieur, on vit ici-bas avec le reste du monde. Mais en réinventant notre vie, on crée une nouvelle culture. Créer une nouvelle culture, dans un monde obsédé par l'économie, c'est aussi inventer une nouvelle économie. L'objectif, c'est de passer d'une économie prédatrice, destructrice, à une économie régénératrice. C'est ça que propose Isabelle Delannoy avec l'économie symbiotique. Est-ce que nous, les humains, on est capable de continuer à produire des choses, à construire des maisons, à avoir une industrie, sans tout détruire, voire même en participant à régénérer un peu les écosystèmes? Toutes les espèces vivantes, en fait, régénèrent la fertilité du milieu dont elles dépendent en menant leur propre activité. Il n'y a pas une espèce qui épuise complètement son milieu jusqu'à disparaître. Elles participent toutes à régénérer directement ou indirectement. Donc tu vois, tu as 3 types de ressources. Le vivant, le social et puis le technique. Eh bien, en fait, ces ressources-là, imagine une voiture, par exemple. Comment tu peux faire une voiture, une industrie automobile régénérative des sols? Ça paraît pas gagné, là. Ça paraît pas gagné. Non. Tu vas la penser en une diversité de pièces qui vont pouvoir s'assembler, se réassembler. Et puis, en fait, ces pièces vont pouvoir être constamment réutilisées de machine en machine, enfin, jusqu'à 15 fois, ce qui est quand même énorme. Il faudrait même que ça s'étende à d'autres produits. Plus l'élément de ta voiture va être utilisable, j'en sais rien, pour faire un truc de ta télé ou de ta maison, moins tu as besoin de pièces. Parce que tu peux toujours les réutiliser quelque part. Et c'est comme ça que fonctionne le vivant. Et après, pour ta voiture, on a intérêt à la mutualiser. Parce que, en plus, elle est immobile 93% de son temps de voiture. T'as pas besoin d'en avoir une chacun. T'as pas besoin d'en avoir une chacun, donc tu rajoutes le facteur de mutualisation. Ce qui fait que... On a besoin de beaucoup moins de voitures et de beaucoup moins de pièces pour faire la voiture. Voilà, t'as 15 fois moins de besoin de pièces et besoin à peu près de 8 fois moins de voitures. Et donc ça, c'est de la réduction. Mais en quoi est-ce que ça participerait à une forme de régénération? Eh bien, quand tu fais une coopérative, c'est-à-dire ton autopartage, tu proposes à la ville, aux fabricants et aux usagers d'être co-investisseurs. Tu sais ce qui se passe? Tu as 30% de dégradation au moins. Finalement, tes habitants, tu leur fournis leurs biens d'équipement, tu leur fournis leurs revenus d'investissement, tu leur fournis leur emploi. Donc là, tu fais de la régénération socialement. Tu fais de la régénération sociale. En plus, si tu fais en autopartage, il se trouve que tu as beaucoup moins de voitures garées sur les trottoirs, puisque
elle est plus immobile 93% de son temps. Donc en fait, tu vas pouvoir retrouver des sols qui vont être disponibles pour la ville, par exemple, pour pouvoir faire des terrasses, voire de l'agriculture urbaine. Parce qu'en plus, tu diminues la pollution dans la ville. Parce qu'on a fait une voiture sur un modèle symbiotique à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois dans sa fabrication, mais aussi dans son utilisation, on va pouvoir désartificialiser des sols et remettre des arbres, refaire pousser des légumes, permettre à l'eau de se réinfiltrer. Plus tu penses comme ça, les choses liées, au lieu de les penser séparément comme aujourd'hui on fait, mais tu rentres dans des synergies incroyables. Selon les recherches d'Isabelle Delannoy, en mettant bout à bout tous ces éléments, en louant et en mutualisant plutôt que de posséder, en fabriquant avec des pièces biodégradables, réparables, remplaçables, recyclées et recyclables à l'infini, en alimentant les usines avec des énergies renouvelables, on parviendrait à réduire de 90% l'extraction de matière. Donc, on prélèverait 10 fois moins à la nature et on lui permettrait de se régénérer. Ainsi, on améliorerait la qualité de l'air et notre santé. En relocalisant les activités, on régénérerait aussi l'emploi et les inégalités. Partout sur la planète, des femmes et des hommes construisent ce monde nouveau. Car si la crise climatique est une menace, c'est également une opportunité extraordinaire de nous réinventer, de redonner du sens à notre existence, à nos civilisations, mais aussi d'être heureux, de faire un métier qui nous passionne, d'être utile aux autres, de déployer toute notre créativité, de devenir les agriculteurs, les ingénieurs, les enseignants, les artisans ou les responsables politiques de demain. Ce monde nouveau, c'est à nous de l'amorcer. Et c'est maintenant.